Comment se porte l'emploi des cadres dans les Hauts-de-France? Bonjour Jacques Triponel. Bonjour. Vous êtes le délégué régional de l'APEC, l'Association pour l'emploi des cadres. Combien de cadres dans les Hauts-de-France? 250 000 à peu près? À peu près 250 000, oui. Alors, qu'est-ce qu'on entend par cadre? Autrefois, c'était un statut avant tout, et aujourd'hui, ce sont des compétences avant tout. À savoir, ce sont des personnes qui, effectivement, par leur action, ont une donnée un petit peu capitale pour l'entreprise, à savoir qu'ils savent gérer des projets, qu'ils savent gérer des équipes, et qu'ils amènent généralement le résultat de l'entreprise en fonction de la stratégie qui a été définie par le directeur général. Avant de regarder 2025, un petit coup d'œil dans le rétro. 2024, une mauvaise année pour les recrutements dans les Hauts-de-France? Oui, effectivement, c'est pas des bonnes nouvelles que je vous amène. En fait, nous avons, comme d'habitude, puisqu'on le fait tous les ans, interrogé les entreprises locales pour connaître leurs perspectives de recrutement pour 2025, et on a bien sûr profité pour savoir quelle a été la réalisation en 2024. Et cette réalisation est à la baisse. Alors elle avait été un peu anticipée d'ailleurs, parce que je me souviens avoir eu une conférence de presse tout au début du mois d'avril de 2024 qui stipulait que effectivement nous allions avoir une petite baisse locale de 2%. Mais cette baisse s'est hélas un peu approfondie et on est aujourd'hui sur une baisse de 10%. On est passé de plus de 20 000 cadres recrutés en région à peine plus de 18 000 en l'espace d'une année. Donc ce n'est pas une très bonne année pour l'emploi cadre. Alors on est sur 3 560 en Picardie, 14 530 dans le Nord-Pas-de-Calais. Autrement dit, le 59 et le 62 représentent 80% grosso modo de l'emploi des cadres dans la région. C'est bien ça. Alors d'une façon générale, vous savez, aujourd'hui les cadres sont de plusieurs natures. Il y a des cadres qu'on dit encadrants, au sens qu'ils ont des équipes sous leur responsabilité. Et puis parfois des cadres, soit experts, soit des personnes qui sont plutôt, j'allais presque dire en clin d'œil, en train d'encadrer leur ordinateur en réalité, et qui font effectivement plutôt des travaux un peu de façon, enfin sans équipe forcément attitrée. Donc voilà, plusieurs types de cadres évidemment, et évidemment aussi en fonction des régions, on a plus de cadres encadrants et d'autres fois un peu moins. Par exemple dans l'Aisne, qui est un département où il y a assez peu de cadres, la plupart sont encadrants, ils ont des équipes sous leur responsabilité, alors que par contre, si on est sur la métropole, on a beaucoup plus de cadres qui sont les cadres dits autonomes. Alors, on est donc en dessous des chiffres de 2022 aussi, hein? Oui, absolument. Pourquoi est-ce qu'on a chuté autant? D'où viennent les explications? Comment comprendre? Alors il y a plusieurs choses, c'est qu'il y a eu quand même l'épisode Covid qui a fait un effet quand même un petit peu de déstabilisation générale, où on a eu nous-mêmes aussi un affaiblissement, mais qui était ponctuel, et on savait pourquoi. Donc il y a eu un phénomène de récupération dans les années qui ont suivi, et généralement cette récupération, elle n'est pas éternelle, il y a forcément des corrections qui se font. On a dit peut-être tout à l'heure que par exemple les promotions professionnelles ont été très nombreuses cette année, c'est pas tout à fait anormal, puisque ça fait environ 3 ans qu'on recrute beaucoup. Donc c'est à peu près normal qu'au bout de 3 ans, on promeuve. Quand on parle d'emploi, est-ce qu'on parle de renouvellement, de création de postes? De quoi est-ce qu'on parle? Nous, ce qui nous intéresse, c'est de savoir le solde. En réalité, il y a les recrutements, donc combien de personnes ont été embauchées, et puis les promotions internes qui ouvrent aussi, quand on est promu, ça ouvre généralement le poste que l'on quitte, et donc au bout du compte, on a une création nette aussi par les promotions internes. Mais on va déduire de ce solde, enfin pour faire le solde, on va déduire les départs en retraite, on va déduire les démissions, et puis les départs autres encore, pour arriver à un solde. Et ce qui est le paradoxe aujourd'hui, en tout cas, c'est que bien qu'étant négativement orienté sur le recrutement, on reste sur un solde positif pour 2 raisons. Parce que les promotions internes ont été fortes, et parce que le nombre de personnes parties en retraite en 2024 est inférieur à 2023, certainement suite aux diverses lois qui ont été adoptées. Alors quels sont les domaines tout de même qui se portent plutôt pas mal et qui ont recruté par exemple? Alors, d'une façon générale, il y a d'abord des fonctions qui sont des fonctions qu'on peut appeler toujours très présentes dans la région. Alors déjà, l'informatique, parce qu'aujourd'hui l'informatique, elle est partout, le numérique, sous toutes ses formes, dans tous ses états, évidemment. On a généralement aussi un secteur industriel qui est assez présent dans la région. Donc les services techniques, généralement, sortent bien leur épingle du jeu. Et de façon, effectivement, un petit peu plus embêtante, j'allais dire,
on avait souvent en troisième position la recherche et le développement, qui là passe quatrième, et ça c'est un signe, parce qu'effectivement... Ça veut dire quoi ? La recherche et le développement, c'est le coup d'après, quoi. On essaie de parier sur ce qu'on fera dans 5 ans, et quand on coupe un peu, ou quand on est en retrait sur la recherche et le développement, c'est qu'on sent pas l'avenir, c'est qu'on n'a pas envie d'investir, et l'investissement et l'emploi des cadres, ça marche ensemble. Alors en ce moment, quand on parle et quand on réfléchit investissement, entreprise, emploi des cadres, on se pose la question aussi, est-ce que par exemple les droits de douane américains vont avoir des conséquences dans les entreprises de la région ? Alors je ne suis pas du tout spécialiste de la question, donc je ne vais pas vous répondre de façon ni affirmative ni négative. Ce que je sais simplement, c'est que ça crée l'incertitude. Et l'incertitude, par définition, ça empêche l'action, et l'action de recruter est empêchée par l'incertitude généralisée. Et bien sûr, vous le savez, c'est très compliqué de savoir aujourd'hui l'étendue de ces droits de douane réels. Est-ce que dans les composés et composants, tout est taxé de la même façon, ou est-ce qu'en fonction de la provenance de telle ou telle partie, c'est différent? Aujourd'hui, c'est le flou le plus total. C'est ça, et pas sûr que les Kangous de Maubeuge ou les Scénics de Douai, ou même les Anostéqués ou les Goudal et Maroilles vont beaucoup manquer aux Américains. Est-ce que ce sont les PME ou les grandes entreprises qui recrutent le plus ? Alors, de façon traditionnelle, on a une ligne de partage autour des 50%. Alors, au national, c'est plutôt autour de 57% de PME qui recrutent des cadres. Localement, c'est un peu inférieur, c'est autour de 48 de mémoire. Mais néanmoins, toujours auprès de cette barre des 50%. Donc, c'est ça aussi qui détermine notre action en tant qu'APEC. Bien sûr, les grandes entreprises ont des besoins et on publie leur offre, et bien sûr, on propose des candidats, ainsi que pour les ETI, les entreprises de taille intermédiaire. Mais notre grande attention, c'est la PME. La PME qui est évidemment moins attractive parce que son image est moindre, sa marque employeur, comme on dit aujourd'hui, est peut-être moins travaillée, et aussi parce que parfois il y a des contingences, d'éloignement, de petitesse également, des équipes qui parfois font objet de repoussoir. Ce qui est intéressant aussi, ce sont les volontés de mobilité chez les cadres. Qu'est-ce qui les pousse? Quels sont les critères qui poussent les cadres à vouloir changer d'air? Alors, il y a plusieurs choses. On sort d'une période, donc c'était le cas surtout de 2022-2023, où la tension sur le marché était palpable. C'est-à-dire qu'on avait de moins en moins de candidats par offre, et donc par définition une tension notamment sur les salaires. Et donc, comme les entreprises ont augmenté les salaires, une des contingences, c'était que si l'herbe est peut-être pas plus verte ailleurs, mais elle est peut-être mieux rémunérée ailleurs. Et donc, voilà comment c'est passé et comment la motivation s'est faite. Alors, c'est pas que... bien sûr, la partie rémunération est importante, mais ça peut être aussi, d'abord, l'envie de challenger sa position, l'envie d'évoluer, l'envie de faire autre chose de sa vie professionnelle, et on trouve toujours entre 30, 35, 36% de cadres qui déclarent vouloir être mobiles. Après, dans la réalité, c'est un peu moindre, on a passage à l'acte. Et vous parlez de salaire, l'argent reste tout de même un moteur important. Je voyais les chiffres dans votre bilan, c'est 43% des cadres seraient prêts à changer d'entreprise pour un salaire de 10% supérieur au leur. Donc, les valeurs, c'est beau, mais le porte-monnaie, finalement, continue de diriger les carrières. Disons que oui, c'est un peu attendu aussi, parce que voilà, la vie est ce qu'elle est, elle est chère et tout ce qu'on veut, mais... Vous voyez, par exemple, on a beaucoup entendu notamment parler des transitions écologiques énergétiques avec des prises de position en disant « moi je n'irai jamais dans une entreprise qui n'a pas de plan climat ou qui n'est pas vertueuse dans ce domaine-là ». Alors je ne dis pas que ça n'existe pas, bien sûr à la marge il y a des personnes qui s'auto-déterminent en fonction de ça, mais quand on regarde les critères de choix d'entreprise, ce domaine-là arrive en 13e position. Oui, donc c'est assez parlant, disons-le. Jacques Triponel, délégué régional de l'APEC, l'Association pour l'emploi des cadres, et donc l'invité de RCF Hauts-de-France. Une interview à retrouver en intégralité sur le site rcf.fr Région Hauts-de-France ou sur la page YouTube d'RCF Hauts-de-France. Combien de cadres aujourd'hui dans les régions Hauts-de-France et combien de cadres sont à la recherche d'un emploi ? Est-ce qu'on a une idée ? Alors oui, on a une idée. Alors le chiffre exact, ça va être autour de 22 000, entre 22 et 24 000 à peu près, quand même. Ça fait quand même du monde. Et puis il y a parmi ces personnes-là à peu près 6 000 personnes qui sont en recherche d'emploi depuis plus d'1 an. Donc les longues durées, voilà. C'est plus difficile pour eux? Ah oui, c'est clairement plus difficile. Vous savez, le marché de l'emploi des cadres est un marché que l'on peut dire
qui n'est pas l'obsession évidemment des pouvoirs publics, au sens que un cadre, c'est quelqu'un d'autonome, c'est quelqu'un de diplômé. Aujourd'hui, c'est quasiment le cas de partout. Avant, moins, il y avait des cadres maison, aujourd'hui, beaucoup moins. C'est quelqu'un qui a eu des revenus, c'est quelqu'un qui peut prendre des décisions tout seul. Mais dans un marché qui va bien, ceux qui en sont exclus sont doublement exclus. D'abord parce qu'ils ne sont pas, et parce qu'on les regarde avec l'idée de dire que s'ils étaient aussi bons qu'ils prétendaient être, notamment sur les CV, ils auraient du boulot. Et donc il faut s'occuper d'eux d'autant plus. Mais ça veut dire, si la PEC existe, c'est que les cadres ne vont pas chez Pôle emploi ? Alors France Travail aujourd'hui. Oui, France Travail, ça. Si, alors bien sûr d'ailleurs ils doivent pour simplement l'indemnisation, et c'est obligatoire, l'inscription à France Travail. Alors n'est pas négociable. Quelle est la valeur ajoutée ou quelle est la place justement de la PEC ? Alors déjà dans un premier temps, France Travail a eu, avec sa naissance, une mission du gouvernement de bien s'occuper des personnes les plus éloignées de l'emploi, et notamment les bénéficiaires du revenu de solidarité active, les bénéficiaires du RSA. Donc par définition, ils ont maintenant une focale qui est plutôt orientée sur ces publics-là. Et puis, deuxième des choses, ils ont aujourd'hui, effectivement, besoin certainement de personnes qui, autour d'eux, sont capables de créer des accompagnements qui sont un peu plus longs, un peu plus, certainement, suivis. Et nous travaillons ensemble, vraiment main dans la main avec France Travail. J'étais encore avec eux hier. Donc, on arrive très bien à s'entendre. Ils nous passent beaucoup de leur cadre. Et la PEC, dans la région, à plusieurs centres, à Amiens, Compiègne, à Lille, et également à Dunkerque, avec une cinquantaine de collaborateurs. Un peu plus maintenant. Enfin, il y a bien sûr des collaborateurs qui ne sont pas là forcément de manière définitive, mais au dernier comptage, on était 67. 67. Les plus de 55 ans, ça intéresse aussi pas mal nos auditeurs, auditrices. Les seniors, est-ce qu'ils ont encore leur place dans ce marché ? Oui. Ils ont bien sûr leur place dans le marché, et d'autant plus d'ailleurs que, même si la tension dont je parlais tout à l'heure s'est un peu affaiblie, il y a quand même aujourd'hui des postes qui ne trouvent pas preneurs. Et donc on a besoin des seniors, évidemment, et des plus de 55 ans. Mais c'est un handicap d'avoir plus de 55 ans. Alors oui, parce que derrière l'âge se cache évidemment beaucoup de stéréotypes. Un senior, et surtout un senior de plus de 55 ans, c'est quelqu'un qui a une rémunération importante, c'est quelqu'un qui n'est pas très souple, c'est quelqu'un qui a plus longtemps à travailler. Contre toute évidence, puisque évidemment on sait qu'aujourd'hui maintenant, il reste au moins 10 ans, 55 ans. Donc toutes ces images-là, il faut savoir les lever d'abord dans la tête de la personne elle-même, parce que parfois elle s'auto-élimine du marché, et aussi des entreprises. C'est bien pour ça qu'on a l'entreprise. Et votre travail à vous, c'est par exemple là, dans ces cas-là, de parler avec la personne qui postule, avec l'entreprise. Comment vous faites ? Les deux, c'est que nous on est adepte de ce qu'on appelle le pas de côté. C'est-à-dire que quand on ne trouve pas, et on a bien des raisons à ça, on peut très bien avoir des échelles de rémunération qui collent pas, parce qu'on est PME, qu'on n'a pas forcément les moyens, pourquoi pas s'intéresser à quelqu'un qui n'aurait pas les 100% de ce qu'on aurait voulu idéalement, mais par contre qui correspond très bien à ce qu'on veut faire dans l'entreprise. Et elle charge à nous de démontrer pourquoi et comment, et de former nos cadres, bien sûr, à démontrer la même chose. Alors là, on parle des seniors, mais les jeunes diplômés, est-ce qu'il y a de la place, et quelle est leur situation d'emploi des cadres jeunes diplômés ? Alors les jeunes diplômés, par définition, on en a énormément besoin. D'abord parce que on est un pays démographiquement qui vieillit, on a besoin de jeunes, bien sûr. Deuxième chose, on a besoin de leurs compétences parce que eux ont une vision différente. On parle de la génération Z qui ne fonctionne pas comme on a pu fonctionner nous-mêmes. Ils amènent plein de choses, ils ont plein de connaissances. On en a vraiment besoin. La difficulté, c'est que le marché qui se retourne, dont on a parlé tout à l'heure, généralement, ils en sont les premières victimes. C'est-à-dire que quand le recrutement se coupe, on commence par couper les jeunes et les moins jeunes. Et au milieu, on continue presque business as usual, comme on dit. Alors, parlons concrètement cette année 2025. Elle va se dérouler comment pour l'emploi des cadres ? Quelles sont les prévisions concrètes ? La bonne nouvelle ou la mauvaise nouvelle, je ne sais pas comment dire, c'est que on va baisser encore, mais moins déjà. On est sur une prévision de baisse. La tendance continue. Elle continue, eu égard, j'allais dire, au fait que ce qui a provoqué cette mise un peu en berne des recrutements reste complètement valable. Aujourd'hui, la visibilité est faible, l'investissement est faible, la commande publique risque de souffrir du fait qu'on fait des restrictions budgétaires, et voilà. Donc on est sur une lisibilité de l'activité qui est pas bonne, et l'emploi cadre va certainement encore reculer fortement l'année prochaine. Qu'est-ce que le CEP, le Conseil en évolution personnelle ? Professionnel. Professionnel. Alors le Conseil en évolution professionnelle, c'est un droit qui a été mis en place en 2014 et renouvelé en 2018, et qui permet à toute personne, de l'entrée professionnelle, donc depuis qu'on est apprenti, tout simplement, jusqu'au moment où on part en retraite, de bénéficier d'un conseil
Alors, il y a plusieurs organismes qui s'en occupent. Pour les demandeurs d'emploi, c'est France Travail, c'est nous aussi, puisqu'on avons des demandeurs d'emploi, évidemment, parmi nos clients. Mais aussi pour les actifs occupés, il y a des intervenants qui ont été choisis par France Compétences et qui délivrent ce service. Et nous-mêmes également pour les actifs, puisque ce qu'on ne sait pas forcément, c'est que l'APEC accompagne pour 40% de ses clients des personnes en activité. Est-ce que l'outil, le CEP dont on parle, est suffisamment utilisé aujourd'hui ? Non, et il ne l'est pas, et parce qu'il n'est pas très connu. On ne sait pas qu'on y a droit, donc on ne fait pas action vers ce droit. En plus, c'est vrai aussi qu'il peut y avoir parfois une fragilité, ou du moins une frilosité, c'est plus ça le bon terme, de l'entreprise pour en parler, parce que qui dit conseil d'évolution professionnelle dit « Oh là là, ça va s'adresser aux meilleurs des miens, qui vont vouloir partir, est-ce que c'est une bonne idée de leur dire d'aller voir ailleurs ?» Ça ne se passe jamais comme ça, parce que quelqu'un qui veut partir, partira quoi qu'il en advienne, et beaucoup de personnes qui ont entamé un CEP restent dans leur entreprise. Donc le raisonnement n'est pas le bon, mais en tout cas, voilà. Ça veut dire qu'on peut évoluer professionnellement dans l'entreprise. Complètement. Et on a des personnes aussi qui viennent nous voir en nous disant « je veux changer », et quand on creuse un petit peu, on voit ce qui doit changer, c'est surtout le rapport qu'ils ont avec leur hiérarchique, leurs collègues ou la tâche à remplir, mais pas du tout ni l'entreprise ni le métier. Jacques Triponel, vous êtes un produit APEC, vous l'avez intégré il y a plus de 30 ans. Il y a 35 ans. Il y a 35 ans. Et ça fait 25 ans que vous avez des postes à responsabilité au sein de l'APEC, puisque vous aviez commencé en consultant. Alors, vous avez été en responsabilité dans l'Est, vous avez été dans le Sud, à Marseille, la Corse, et puis de nouveau dans l'Est, et enfin dans les Hauts-de-France, depuis 1 an et demi. Psychologie sociale, CELSA, arrêt métier. Quand on regarde votre parcours, qu'est-ce qui a fait dans votre formation qui vous a mené là ? À dire vrai, d'abord, c'est vrai que l'emploi, ça m'a toujours plu. Alors, c'est anecdotique ce que je vais vous dire là, mais j'étais en 6e, en 74, et le professeur d'histoire-géographie nous parle du chômage, qui n'existait pas à l'époque. Et je me suis dit, mais au fond, si on s'occupe du chômage, on a toujours du travail, parce que si on recherche pour les autres, c'est une chose, et puis si tout le monde est à l'emploi, on est à l'emploi soi-même. Alors après, ça m'a pas sorti de la tête, évidemment, j'ai voulu être Vous avez dit c'est une valeur sûre. Voilà, après j'ai voulu être cosmonaute comme tout le monde, mais à cette époque-là, j'ai eu cette petite étincelle, et j'y suis revenu ensuite, quand, j'ai fait en psychologie, bien sûr, j'ai fait pas mal d'approches du travail, pour le coup, et au CELSA, j'ai fait aussi la dimension ressources humaines et communication, qui m'ont orienté véritablement vers comment est-ce qu'on peut arriver à trouver le meilleur rapport au travail quand on est cadre, par exemple. Alors, quant au CNAM, j'y étais, mais j'y étais comme prof. Pour le coup, j'ai pas été comme élève, mais comme prof pendant 17 ans. Et alors, pour conclure, justement, si vous regardez en arrière, là, 6e, 74, si vous regardez tout ça, qu'est-ce que vous en dites de votre chemin parcouru ? Déjà, pour commencer, que évidemment, ça a énormément changé, évolué. Enfin, je pense que le choc numérique, je m'en suis encore parmi. C'est vraiment énorme ce qu'on est capable de faire aujourd'hui par rapport à ce qu'on avait peut-être pu faire autrefois. Et en même temps, je trouve des constantes. Je trouve des constantes parce que quand on travaille sur de l'humain, quelque part, qu'est-ce qui continue à exister ? C'est la rencontre, c'est le respect mutuel, c'est la construction ensemble. Et ça, je suis pas sûr que la machine un jour nous dépasse. Jacques Triponel, délégué régional de l'APEC, donc dans les Hauts-de-France, Association pour l'emploi des cadres. Merci d'avoir pris le temps de venir dans ce studio. Merci à vous. L'entretien va être à retrouver sur la page YouTube d'RCF Hauts-de-France.